Voici un livre déplaisant, troublant, scandaleusement méconnu. S'il y avait une justice littéraire, il devrait être mis au niveau de la nausée, de l'étranger, de la condition humaine. Il ne l'est pas. Il n'y a pas de justice littéraire. Voici les premières lignes d'une préface au roman de Paul Nizan, préface magnifique et passionnante, ce qui n'est pas toujours le cas, de l'historien Pascal Horry. Il connaît bien son sujet, il a écrit une biographie de Paul Nizan. Pour ma part, il ne m'a pas fallu de nombreux livres de Nizan pour que celui-ci tienne une place centrale dans mon cœur. Ce qui me touche tellement dans son écriture, c'est sa capacité à montrer les complexités, les renoncements, les aspirations, les contradictions de ces personnages avec tant d'humanité. Vous allez entendre ici les premières pages du Cheval de Troie et découvrir les personnages principaux dans un moment exceptionnel pour eux, un moment de repos, de détente, un moment d'abandon. La scène m'évoque une autre partie de campagne, celle de Maupassant que je vous ai enregistrée il n'y a pas très longtemps, où l'on passait quelques heures en compagnie, là aussi, de citadins en contact avec la nature. Mais là où Maupassant usait d'un humour ravageur, Nizan regarde ces personnages avec davantage de compassion. Je vais finir en citant à nouveau Pascal Horry dans sa préface. Est-il nécessaire de dire que vous allez lire là l'un des rares textes signés d'un homme où la femme, dans son exploitation, son aliénation, sa souffrance, est décrite avec cette attention, cette compréhension intime. Alors j'espère que je parviendrai à vous rendre sensible cette attention et cette compréhension intime, non seulement des personnages féminins, mais aussi des personnages masculins. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve tout de suite. Sur le pas de la porte, Bloyer se retourna. Dans l'ombre de la maison, des figures, des mains blanches bougeaient. « Vous feriez bien mieux de sortir, il fait tellement beau dehors, dit-il. Il n'attendit pas qu'on lui répondît. Il marcha vers le pré qui montait sous des pommiers et des cerisiers, jusqu'à un mur sur lequel on pouvait s'accouder pour voir respirer le monde. Le long du mur poussaient des bardanes, des bouillons blancs, des rhubarbes. Dans ces pierres, des lézards vivaient furtivement. C'était le temps qui précède l'été des astronomes. C'était déjà l'été. Un grand hémicycle de collines s'élevait à l'est de Sainte-Colombe. Elles déferlaient mollement l'une derrière l'autre comme des vagues, et elles allaient se briser loin de là, au pied des falaises de la montagne, où des rivières glacées coulaient au fond de leurs ravins, entre une muraille de rochers et des bancs de sable et de galets. Des buses, ou peut-être des faucons, volaient puis planaient, suspendus par les vents et des battements d'ailes impalpables, le temps de laisser voir leurs têtes courtes et cruelles, leurs fortes épaules de soie, et se laissaient tomber plus lourdement que des pierres sur des passereaux, des lièvres, des mulots. Au sommet des collines flottait la vapeur de juin à 2 heures après-midi. Les herbages, les arbustes tremblaient derrière ce voile. On entendait déjà les cigales de ce pays qui tiraient sur le sud. Le soleil commençait à décliner de son pic de midi, de ce point extrême de sa course où il avait longtemps paru se suspendre. La terre tournait autour de lui avec une mollesse de bateau dont les rameurs ont cessé de nager et qui ne court plus que sur son air. Les amis de Bloyer sortirent à leur tour de la maison en clignant des yeux à la grande lumière. Il y avait 3 hommes qui n'étaient pas de Sainte-Colombe et 3 femmes qui portaient des robes de toile, de cretonne, autrement taillées que dans les campagnes. Lorsqu'ils furent dans le pré, les herbes leur montaient jusqu'aux genoux comme un courant de rivière, séduisante comme une eau. Ils allèrent jusqu'au mur, voir battre devant eux pendant des lieues les nappes dévorantes de lumière où ne vivaient que les oiseaux de proie. Les ombrages des arbres les retenaient à la frontière de ce monde desséché. Berthe s'agenouilla dans l'herbe, moins brûlante que l'air, sous les ombres des cerisiers. « Je ne vais pas plus loin, dit-elle. Philippe cria « Berthe a raison, nous restons là, nous n'allons pas nous cuire au soleil pour le plaisir. » Ils s'assirent d'abord,
puis s'allongèrent. Bloyer redescendit le pré et s'étendit sur le dos. « Ce que vous pouvez être paresseux, dit-il. » Marie-Louise, sans tourner la tête, lui dit « Mais tu ne peux pas tenir en place, tu es comme les chiens. » À cette place, vers le bas du verger, aucun bruit ne les atteignait. Les gens du village n'étaient pas encore sortis de leur maison et la grande route était trop loin pour qu'ils entendissent passer ces autos. Simplement, en prêtant l'oreille, ils arrivaient à surprendre le courant de la rivière qui tournait derrière l'église comme une rumeur de paroles sifflotantes à travers une cloison. Ils venaient de déjeuner et les nourritures, la viande, les fruits, le vin, les pénétraient, entraient dans la substance de leur corps. Ils avaient chaud, ils se sentaient dénoués. Ils n'avaient pas envie de parler, étendus sur une herbe dont ils n'avaient pas l'habitude, une herbe pacifique, sur laquelle on pouvait s'abandonner, une herbe sans serpent sous un ciel sans orage. Ils habitaient les villes depuis des dizaines d'années et ils avaient fini par perdre l'expérience de cette terre sur laquelle ils faisaient la planche. La terre des villes est couverte d'une carapace de pierre taillée ou d'un enduit noir malaxé par des machines, fondu par des chaudières, d'une croûte qui défend à la terre de respirer, de s'imbiber des eaux de pluie, de se disperser en poussière, qui protège de son contact les hommes des villes. C'est un support raisonnable pour la marche, mais on ne s'étend pas sans défense sur le pavé des villes, sauf dans la paresse d'un évanouissement, sauf dans le dénouement de la mort. À cette heure de loisir, il regardait la terre de près, comme on regarde un visage à des moments d'amitié ou d'inquiétude. Une figure humaine n'est ni simple ni lisse. On y découvre des lignes, des creux, des soulèvements, des différences de grains comme on n'en avait jamais vu à distance sur le visage des gens. La terre n'est ni simple ni lisse. Le pavé seul est simple. Ils avaient donc le temps de scruter ce qu'ils voyaient de la terre à portée de leurs yeux, comme les formes, les arabesques qu'on noue et dénoue sur les dessins d'un mur pendant les maladies ou près du vertige du sommeil. Ils auraient eu aussi bien le temps de scruter leur visage, mais ils n'y pensaient pas, ou ils n'avaient pas encore assez d'audace pour le faire, ou ils croyaient assez se connaître. La terre leur suffisait. Près de la racine des herbes, elle était encore fraîche. Le soleil n'avait chauffé que les tiges, les feuilles, les épis de ces plantes dont ils savaient bien moins les noms que ceux des outils, des machines, des livres. Un carafe de métal marchait en écartant la tige juteuse des ivraies, des avoines, des fléoles, avec la puissance d'un grand animal des forêts. Philippe dit « Ah, quelle drôle de bête que les fourmis! J'en vois une qui traîne une guêpe morte qui est grosse 20 fois comme elle. »« Ah ben un insecte, c'est plus fort qu'un homme, » dit Albert. Il y avait encore sous les herbes des cailloux qui s'enfonçaient dans la peau des femmes à travers l'étoffe de leurs robes. Elles se retournaient, elles déplaçaient paresseusement leur corps et elles frottaient du doigt l'empreinte de la pierre sur leur poitrine, sur leur épaule, sur leurs bras. Ils étaient désarmés. C'étaient des êtres qui vivaient toute leur vie dans le monde de l'inquiétude, du combat. Ils connaissaient les usines, les ateliers, la police. Ils habitaient un monde divisé, déchiré, un monde qui comportait, comme les fonds de tableaux des peintres du Moyen-Âge, des divisions célestes et des partitions infernales, un combat du ciel et de l'enfer. Ils se battaient contre leur ville, contre leur vie, dans une bataille qui n'était pas encore illuminée par des explosions héroïques, où il n'y avait eu encore que des morts isolés, mais une bataille où ils n'étaient pas protégés, où les coups qui leur étaient destinés ne s'amortissaient pas. Pour eux, la faim, le vagabondage, la prison, la destruction de l'amour, les maladies sans guérison, n'étaient pas des légendes, mais simplement des malheurs auxquels ils avaient, jusqu'à nouvel ordre, échappé. L'avenir leur apparaissait comme un grand piège angoissant. Mais dans ce verger, ce jour-là, vers le bas de ce village où ils étaient étrangers, anonymes
comme les carabes dans les herbes, après toutes les journées qu'ils avaient passées sur leur garde, il n'y avait rien derrière eux, devant eux, contre quoi ils dussent se prémunir. Leurs flancs n'étaient pas menacés. Leur groupe n'avait pas besoin de défense, de gardiens. Ils n'avaient pas à assurer de tours de garde. S'il y avait des menaces formées quelque part contre eux, comme un grain qui est encore derrière l'horizon avant de faire son apparition dans ce convoi du ciel, elles ne s'abattraient que plus tard. Elles ne pouvaient pas les atteindre sur ce versant des collines où leur présence était à peine soupçonnée d'un voisin de Bloyer, des animaux qui passaient et repassaient autour d'eux et qui ne les dénonceraient pas. Les soucis même qu'ils avaient la veille ne les avaient pas suivis. Ils les avaient laissés dans leur maison de la ville comme on laisse pendant quelques heures, pour prendre l'air, un mort qu'on veillait. Leur destin les attendait patiemment. Ils étaient libres depuis le samedi soir. Ils n'avaient encore consumé qu'une nuit et un matin, un après-midi et une nuit s'étendaient encore devant eux. La vie était suspendue jusqu'au lendemain. Ils pouvaient aller jusqu'à la pointe extrême du loisir, qui pour eux, ce jour-là, ne se confondait pas avec la pointe extrême de la fatigue, de l'angoisse. Ils s'endormirent. Le soleil eut le temps de changer de position, de s'abaisser vers son site de 4 heures. Bloyer s'éveilla et s'étira. Il regarda ses compagnons qui dormaient encore avec des expressions amères. Il pensa, ils n'ont pas l'air gais quand ils dorment. Il se demanda ce que le sommeil faisait de son propre visage. Les visages qu'il voyait n'étaient pas des visages heureux, mais seulement des visages relâchés, sur lesquels ne s'étendait qu'un apaisement provisoire. Ce sommeil n'était guère qu'une rupture. Il n'était pas uni à la veille qui l'avait précédé, à celle qui le suivrait. Cette continuité des veilles et du sommeil, ce passage lié et ce rythme de respiration du bonheur n'appartiennent qu'aux enfants. Le sommeil de ses amis n'était qu'une pause, comme celle où s'abandonnent les soldats entre deux manœuvres, les faucheurs entre deux champs moissonnés. C'était un genre de sommeil trop exceptionnel dans leur existence pour qu'il dissipât mieux que le sommeil de leur nuit les marques profondément creusées de leur vie. L'expression du sommeil, du désœuvrement, n'était qu'un voile, un brouillard qui couvrait légèrement les visages. Mais sous ce voile, ce brouillard de paix, apparaissaient encore les empreintes du jour, les cicatrices de la veille. Philippe dormait, les bras allongés de chaque côté de son corps, le front vers le ciel, comme un mort. Les traits essentiels de son visage, toujours cachés par le réseau des rires, des colères, des paroles, il était enfin possible de les découvrir. C'étaient les traits d'un homme de 50 ans qui ne s'accommodait pas de sa vie. Ses rides n'étaient pas les plis provisoires tracés par le mouvement des muscles, mais des ravins définitifs, des creux d'une permanence terrible, comme la vieillesse. Ses lèvres que les mots, le rire transformaient, étaient abaissées. L'abaissement était leur loi. La position qui révélait l'inquiétude, l'obstination, la colère, qui répondait au pli vertical, au double sillon de chaque côté du nez, à la corde sinueuse des sourcils. Sur le visage de Berthe, qui avait 35 ans, sur le visage de Catherine, qui avait 26 ans, sous le nuage du loisir, éclataient la fatigue et la décision sur le front bombé de Berthe, la fatigue, la paresse sur la bouche, sous les yeux de Catherine. C'étaient des jeunes femmes en qui la jeunesse n'était pas simplement combattue par le vieillissement, la netteté de la peau par l'élargissement de ses pores, par la sécrétion de ses glandes, par l'approfondissement des rides, la forme du corps par l'invasion de la graisse ou au contraire par le dessèchement. La jeunesse n'avait pas que ses ennemis naturels, ces ennemis qui peuvent paraître aussi peu révoltants que la maturation des grains et les transformations des saisons et qu'on peut tenir longtemps en échec. Mais ces femmes comme Berthe, comme Catherine, ne pouvaient pas livrer ce combat.
Leur jeunesse ne pouvait pas être protégée, maintenue. Elles n'avaient pas le temps de défendre leur corps, leur peau, leur visage. Elles devaient s'occuper de défense, de luttes plus urgentes que cette poursuite luxueuse de la jeunesse, de la beauté. Il ne faut pas moins de loisirs, de paix pour la beauté que pour le bonheur. Elles avaient renoncé à être belles parce qu'elles vivaient dans le monde où les corps ne sont pas égaux, où ils ne sont pas seulement soumis à l'inégalité des chances devant la mort, les maladies, les épidémies, les coups de foudre, les accidents, mais aussi à l'inégalité des soins, de l'attention, de l'amour des corps, dans le monde où il n'est pas permis à la plupart des femmes d'être belles d'une autre beauté que ce vernis fragile qu'on nomme avec de la pitié, du mépris, la beauté du diable. C'est un monde où marchent dans des lieux réservés des femmes presque trop belles qui ont la fortune, le temps d'être attentives à leur corps, de reposer leur visage, de faire masser leur ventre, de courir, de marcher au bord de la mer. Elles paraissent incorruptibles, comme des statues, faites d'une chair dont le tissu et le grain rappellent plus l'ivoire, la pierre, que la chair mal défendue des femmes épuisées qui lavent des lessives sous le drapeau de fer des lavoirs, qui sont debout derrière les machines et portent des enfants dont elles ne voulaient pas. Le ventre de Berthe gonflait sa robe. Sur ses jambes nues se nouaient les serpents violets des varices. Ses paumes tournées vers le ciel portaient les ampoules, les callosités des mains d'homme. Les yeux de Catherine étaient bordés de rouge. Ses seins étaient vidés. Ces deux corps manifestaient au grand jour, par des signes accablants, leur fardeau, leur combat. Seul le corps, les joues, les jambes de Marie-Louise profitaient encore des sursis de la jeunesse. Bloyer descendit jusqu'à la berge de la rivière qui passait au bas du verger, en se retenant aux branches des troènes et des sorbiers. Il regarda le cours de l'eau, son fond ocre, ses herbes inclinées dans le sens de l'aval. Il guetta le passage d'un poisson, mais il n'en vit pas. Il s'assit sur une pierre et trempa ses mains dans l'eau, en pensant encore au visage de ses amis. De l'autre côté du rue, deux enfants sortirent en courant d'une maison et descendirent jusqu'au mur qui les séparait de l'eau. Il cessa de les voir, mais il continua d'entendre leurs cris. « Chat !» criait-il. Puis il remonta avec une branche de sorbier qu'il avait brisée au-dessus de la rivière. Ses amis dormaient toujours et parent sur le pré comme des gens atteints par la foudre, mais les premières ondes du réveil passaient sur le corps des dormeurs, vaguement avertis que l'un d'eux avait fait sa rentrée dans le monde, que pour l'un d'eux, tout avait recommencé à battre, à couler. Penché sur eux, Bloyer les voyait s'éveiller un à un à l'attention, réintégrer la veille. Il regardait leurs mouvements aveugles comme s'ils étaient des plantes, des animaux d'une autre espèce que la sienne, ou comme s'ils avaient été sur le point de lui révéler, dans la franchise d'un rêve, ce qu'ils ne lui disaient jamais. Le premier, Philippe, soupira et se souleva sur un coude. Il demanda « Quelle heure est-il » ? « Il est déjà 4h15, dit Bloyer. Philippe secoua sa femme et lui cria « Berthe, réveille-toi, il est 4 heures passées !» Les autres s'éveillèrent, étendirent les bras. La dernière, parce qu'elle était la plus jeune, Marie-Louise, se souleva et tira sa robe qui avait découvert ses genoux. Ils sentaient la courbature de ce sommeil sur la terre se nouer dans leurs jambes, le long de leur dos. Debout, ils trébuchaient dans les creux. Ils avaient la bouche sèche et la tête bourdonnante parce que le soleil, en tournant, les avait recouverts de sa flamme. Lorsqu'ils fermaient les yeux, ils voyaient une sombre coupole rouge et tournoyante où des traits de feu, des étoiles éclataient. Sur leurs joues, sur les bras nus des femmes, des réseaux d'herbes foulées avaient laissé leurs marques. Ils les frottaient en riant et se regardaient dans la glace de Berthe. « Ah ben nous sommes jolis !» disait-elle.
Ils rentrèrent dans la maison et ils burent, puis quand les femmes se furent recoiffées, eurent mis de la poudre trop blanche sur leurs joues, ils partirent vers la montagne. Vous venez donc d'entendre les premières pages du Cheval de Troie de Paul Nizan. Les premières pages d'un roman sont cruciales pour son auteur évidemment, mais je pense qu'elles le sont aussi pour son lecteur. Alors j'espère que ces pages ne vous auront pas paru trop austères, il ne se passe apparemment pas grand-chose. J'espère vraiment être parvenu à vous rendre sensible, et là je vais reprendre les mots de l'introduction de Pascal Horry, à vous rendre sensible l'attention et la compréhension intime que Nizan porte à ses personnages. Parce que pour ma part, j'ai rarement lu des lignes d'une telle acuité. Par exemple, sur l'inégalité entre les femmes de différentes conditions sociales. Certaines vont posséder les moyens financiers de défendre leur corps, mais aussi elles vont disposer du temps pour le faire. Ce qui n'est pas le cas des personnages de Nizan, qui au quotidien doivent travailler, se défendre, combattre. Leur jeunesse ne pouvait être protégée, maintenue, écrit Nizan de mémoire. J'aime aussi beaucoup la façon dont Nizan montre très concrètement que ces femmes et ces hommes n'ont pas l'habitude de la nature et eux qui vivent au quotidien dans un monde de travail, de combat, Nizan écrit « ils étaient désarmés ». Et puis il va développer cette idée, il va nous la mettre en perspective avec ce qu'ils vivent au quotidien, et il va finir ces paragraphes en écrivant « ils s'endormirent ». Et il nous fait comprendre que c'est parce que ce jour-là, ils n'ont pas besoin d'être en alerte, sur leur garde, pour se protéger eux-mêmes et leurs camarades. Alors, ils peuvent enfin dormir. Et puis, je vais finir par cette petite comparaison que j'ai ébauchée en introduction avec Maupassant. Pour ceux qui ont entendu la nouvelle que j'ai enregistrée, la partie de campagne, ou ceux qui l'ont lue, Maupassant écrit des scènes qui ont un peu une tournure bouffonne, où il va montrer ces personnages un peu ridicules. Je vous rappelle les femmes qui sont accrochées à leur petite cordelette là et qui essayent en vain de mettre en mouvement les balançoires. Les hommes complètement ivres après le repas qui s'endorment comme des brutes, canne à pêche à la main. Ce n'est pas le cas ici avec Nizan. À aucun moment, que ce soit dans ses premières pages, mais je trouve dans toute l'œuvre de Nizan, à aucun moment il ne ridiculise ses personnages, il ne les rabaisse. C'est une des choses qui me touche profondément. Je pense que c'est pour ça que je l'aime tant. Voilà les petites bêtises que j'avais à partager avec vous sur cette lecture. N'hésitez pas à les commenter, à me dire ce que vous avez pensé de Nizan. Ne faites pas comme lorsqu'on vous offre des chocolats à la liqueur bien écœurants et que vous vous sentez obligé de dire oui c'est bon et puis que et du coup la personne vous les rapporte les mêmes la fois suivante. Voilà, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire. Ça ne m'empêchera pas de vous faire réentendre Nizan et mes petits chocolats à la liqueur. Non pas perversité, mais parce que je suis un petit peu têtu et puis parce que des fois, quand on goûte une chose là, une deuxième fois, on commence par l'apprécier. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. Merci d'être là jusqu'au bout. C'est très précieux pour moi et j'attends vos remarques. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.